Vendredi 29 novembre 2019, une table ronde organisée à la librairie Ombre Blanche, intitulée Écrivain de A à Z, enjeux, méthodes et usages des dictionnaires d'auteurs, réunissait autour de Jean-Yves Lorichès, co-directeur du dictionnaire Giono chez Classique Garnier en 2016, des écrivains de dictionnaires savants consacrés aux grands auteurs. Pascale Auret-Jonchière, co-directrice du dictionnaire Georges Sand chez Champion en 2015, Michel Bertrand, directeur du dictionnaire Claude Simon chez Champion en 2013, et Jacques Dupont, co-directeur du dictionnaire Colette chez Classique Garnier en 2018. Bien, bonjour ou bonsoir déjà. Merci d'être venu pour cette table ronde sur les écrivains de A à Z. Merci à la librairie Ombre Blanche de nous accueillir une fois de plus. La collaboration avec l'université est vraiment très serrée et toujours très chaleureuse. Petit mot d'introduction tout d'abord avant de vous présenter nos invités. Donc, l'idée de cette table ronde vient du fait qu'on constate, je crois que nous sommes nombreux à le constater, depuis déjà une bonne dizaine d'années, voire une vingtaine d'années, une vogue des dictionnaires consacrés à un écrivain et à son œuvre. Et je pense ici plus précisément, ce sera notre sujet aujourd'hui, aux dictionnaires savants, c'est-à-dire des dictionnaires élaborés par des équipes de spécialistes selon une méthodologie rigoureuse qu'on essaiera d'ailleurs entre autres de préciser un petit peu tout à l'heure. Alors ce serait un autre sujet, je le précise tout de suite, que d'évoquer les dictionnaires amoureux, pour reprendre le titre d'une collection célèbre publiée chez Plomb, qui sont des dictionnaires d'une autre sorte, rédigés par un seul auteur, ou parfois deux, généralement connus ou très connus. Je donnerai juste deux exemples. Un dictionnaire amoureux de Stendhal par Dominique Fernandez, ou Dictionnaire amoureux de Proust par Jean-Paul et Raphaël Enthoven. Ce sont, dans ce cas, des ouvrages volontairement subjectifs, voire affectifs, comme leur titre l'indique, un dictionnaire amoureux, qui peuvent être donc tout à fait agréables et intéressants à lire, mais qui relèvent d'un autre genre et d'un autre usage. Donc les livres, d'ailleurs, de cette collection de chez Plomb portent ponctuellement sur des écrivains, mais très souvent aussi sur des villes, sur des pays, etc. En ce qui concerne donc ces dictionnaires que j'appelle savants, dont il va être question aujourd'hui, deux grands éditeurs se partagent une bonne partie du marché. Donc Honoré Champion, qui a été le premier à développer une telle collection, avec, si mes recherches sont justes, un dictionnaire Diderot, publié en 1999. Et puis Classique Garnier, qui a rejoint ce domaine en 2011 avec son premier dictionnaire, qui était un dictionnaire Gide. Depuis, donc, nombre d'écrivains ont eu leur dictionnaire chez l'un et chez l'autre de ces éditeurs, et plusieurs sont actuellement en chantier. Il peut arriver ponctuellement, bien sûr, que de tels dictionnaires soient publiés chez d'autres éditeurs. Je pense en particulier au dictionnaire Camus, par exemple, dirigé par Jean-Yves Guérin, donc un dictionnaire tout à fait savant, et publié chez Robert Laffont dans la collection Bouquins, mais c'est plutôt une exception. Donc, ayant moi-même co-dirigé un dictionnaire Giono, que j'avais eu le plaisir d'ailleurs il y a quelques années de présenter ici avec Mireille Sacotte, et contribué à plusieurs autres, dont le dictionnaire Claude Simon, dirigé par Michel Bertrand, je me suis bien sûr interrogé sur ces objets singuliers, d'aspect plutôt austère, dépourvus d'illustrations, souvent imprimés en petits caractères, surtout les dictionnaires classiques Garnier, généralement coûteux, surtout les dictionnaires Champion, et qui, malgré tous ces handicaps, rencontrent un certain public, un public plus large que les autres ouvrages universitaires collectifs, comme les actes de colloque, ou même bien des essais critiques. Que révèle cet engouement relatif? Ce ne sont jamais des best-sellers, mais une fois de plus, ça va quand même bien au-delà des spécialistes. Que révèle cet engouement donc sur notre rapport à la littérature, et plus précisément aux écrivains, puisqu'ici, l'homme et l'œuvre, pour reprendre une formule un peu démodée, il faut dire aussi la femme et l'œuvre en l'occurrence. Donc cette expression, cette association, finalement retrouve une certaine actualité. Et on pourra aussi évoquer d'ailleurs cette question de la représentation effectivement des écrivains qui est donnée par ce type d'ouvrage.
Donc c'est cette question qui va être au cœur de notre table ronde, mais nous parlerons aussi, bien sûr, très concrètement de la fabrique de ces ouvrages et des usages que l'on peut en faire, qui peuvent être divers. J'ajouterai que le laboratoire auquel j'appartiens, qui s'intitule Patrimoine, Littérature, Histoire, et j'en profite pour saluer sa directrice, Fabienne Bersegol, qui est elle-même engagée, pour ne pas dire embarquée, dans une aventure de ce type, dictionnaire Chateaubriand. Notre laboratoire s'intéresse évidemment à ces objets, puisque ce sont des objets qui transmettent des patrimoines, en particulier littéraires, et des savoirs qui s'y rattachent. Donc c'est aussi dans le cadre de ce laboratoire que se situe notre rencontre d'aujourd'hui. Mais il est temps que je vous présente donc les trois invités avec lesquels nous allons débattre de toutes ces questions et que je remercie chaleureusement d'être venus jusqu'à Toulouse dans une période où les transports en France sont problématiques, mais nous avons eu de la chance, nous sommes passés entre les intempéries du Languedoc et le mouvement social annoncé pour le 5 décembre. Donc peut-être d'abord Pascal Auré-Jonchière, qui est professeur de littérature française du 19e siècle à l'université Clermont-Auvergne et qui a dirigé avec Simone Bernard Griffith, je ne sais pas comment on prononce, voilà Griffith, on va le prononcer à l'anglaise, le dictionnaire George Sand, qui est publié chez Champion en 2 volumes. Jacques Dupont, professeur émérite de littérature française du XXe siècle à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, et qui lui a co-dirigé avec Jacques Ducret le dictionnaire Colette, paru en 2018 dans la maison d'en face, Classique Garnier. Michel Bertrand, professeur de littérature française des XXe et XXIe siècles, qui a dirigé, lui, le dictionnaire à Aix-en-Provence, à l'université Aix-Marseille Université, AMU, qui a dirigé donc le dictionnaire Claude Simon, en 2 volumes, paru en 2013 chez Champion. Voilà, je propose pour amorcer donc cette discussion, vous voyez que même s'il y a une dominante XXièmiste, je reconnais que ici ma responsabilité, mais voilà, comme nous sommes ouverts, nous avons invité aussi George Sand. Vous voyez que, par ailleurs, au niveau éditorial, il y a une parfaite égalité entre les éditeurs. Je propose donc que chacun d'entre nous, puisque moi, je jouerai un petit peu les 2 rôles à la fois d'animateur, et je dirai aussi quelques mots à l'occasion du dictionnaire Giono que j'ai co-dirigé avec Mireille Sacotte chez Classique Garnier. Je propose que chacun d'entre nous peut-être présente d'abord brièvement le dictionnaire qu'il a dirigé, voilà ce qu'il a envie d'en dire pour simplement une entrée en matière. Et peut-être je commencerai par le 19e siècle. Donc Pascal, si vous voulez bien nous dire quelques mots. Oui, alors donc c'est un dictionnaire, c'est une codirection. Le projet de ce dictionnaire a été proposé au départ à Simone Bernard Griffith, qui a été principalement le maître d'œuvre, et donc elle m'a associée à cette grande entreprise qui a été une vaste et longue entreprise, et donc toutes les deux nous avons conçu ce dictionnaire. Alors je vais donner quelques chiffres, les chiffres qui figurent d'ailleurs sur la 4e de couverture ou dans la préface, je ne sais plus, mais c'est un dictionnaire de 1260 pages. Qui a été fait avec de très nombreux collaborateurs et collaboratrices, à l'échelle bien sûr internationale, qui correspond au réseau de Sandiens et de Sandiennes de par le monde. Donc 84 collaborateurs et collaboratrices. Et on reviendra à la structure par la suite, mais 181 entrées par œuvre. Ce qui donne une idée, et 143 entrées, disons, synthétiques ou thématiques, comme on veut. Et pour revenir sur la façon de nommer la chose ou l'entreprise, on avait adopté la formule toute simple qui rejoint ce que vous disiez à l'instant, d'œuvre-vie. L'idée, c'était de donner des entrées multiples dans une œuvre-vie qui nous semblait tout à fait exceptionnelle et représentative en même temps de la création, d'une grande aventure intellectuelle du 19e siècle, du siècle romantique.
Et on y reviendra, mais on a souhaité prendre en compte l'ensemble, enfin essayer de prendre en compte l'ensemble des domaines intellectuels et sensibles, donc qui permettaient de se rapprocher, d'avoir une idée avec moins de clichés que celle qui subsiste encore beaucoup, hein, sur George Sand. Voilà. Merci bien. Alors, on va suivre peut-être l'ordre, disons, chronologique des auteurs. Donc peut-être, Jacques, vous pouvez nous dire un mot de Colette. Oui, ce travail date déjà de 2018. J'avoue qu'en le regardant à nouveau, puisque pendant un an, j'ai préféré ne pas le regarder de peur de découvrir trop de bêtises, trop d'erreurs, trop de coquilles, etc. Je me suis dit que c'était peut-être un pavé dissuasif, puisque nous aussi, mon coéquipier Guy Ducré et moi, nous avons fini par être les coupables d'un pavé de 1120 pages. On ne peut pas lutter avec vous, mais on approche. On a 70 collaborateurs à travers le monde également. Enfin, n'exagérons pas, un petit peu. 400 notices. Enfin, on a été un petit peu monstrueux à notre manière aussi. Alors, ces quelques 400 notices, nous avons tenu à ce qu'elles présentent au lecteur une sorte de panorama éclaté ou fragmenté de ce que, depuis Antoine Compagnon, on appelle la vie-œuvre, c'est-à-dire à la fois ce que nous savons de la vie et de l'œuvre de Colette, et nous avons essayé de présenter une Colette en pièces détachées ou en kit. Nous avons cru pouvoir retourner en avantage la contrainte arbitraire et somme toute assez sotte de l'ordre alphabétique, et ce qui nous a conduit, entre autres choses, à concasser la fausse continuité du récit biographique conventionnel sur Colette, etc. Ce qui apparaît donc, ce sont des figures majeures d'une constellation familiale, Sido, le capitaine, etc. Bon, ça c'est parfaitement prévisible, parfaitement attendu. Les rencontres décisives ou les rencontres de hasard faites par Colette. Et puis, j'y reviendrai peut-être par la suite, je pose simplement ce jalon dès maintenant. On a essayé d'insister sur un réseau, sur Colette au sein d'un réseau d'amis, de relations, d'écrivains, d'artistes, etc., de A à Z. Donc, on croise des noms parfois un peu inattendus comme Aragon, plus attendus comme Nathalie Barney, Cocteau, une actrice comme Marguerite Moreno, grande amie toute la vie de Colette, Proust, Sido, enfin, bon, bref. Donc, autant d'exemples de ce que Barthes appelait les retentissements de Colette, et chaque fois saisis en eux-mêmes, isolément. Et nous avons de la même manière renoncé à toute chronologie s'agissant des œuvres, pour la même contrainte alphabétique, bien entendu. Donc les notices consacrées à chaque œuvre, nous avons absolument tenu à ce qu'il y ait une notice sur chaque œuvre, même mineure, n'apparaissent évidemment pas autrement que par ordre alphabétique. D'autres notices proposent des coups de projecteur variés sur les grands thèmes de l'œuvre, certains parfaitement prévisibles comme les chats, ou la couleur bleue, ou la chevelure, ou l'enfance, ou d'autres peut-être un peu plus inattendus comme les fenêtres, plus prévisibles comme les fleurs, le suicide, la sorcellerie. Colette s'intéresse à la sorcellerie, des choses de ce genre. Et puis nous avons tenu à introduire quelques synthèses sur des questions stylistiques et formelles, narratologie ou autres. Par exemple, la présence de l'argot dans certains textes de Colette, la technique du dénouement. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique chez Colette, l'art du détail, l'art de l'ellipse, la métaphore, etc., etc. Colette et le paradoxe. Bref. Donc un ensemble que nous avons voulu délibérément varier, hétéroclite, voire disparate. Nous avons cherché à accélérer, accuser au maximum les effets produits par l'ordre alphabétique et à proposer une sorte d'encyclopédie un peu folle, comme celle que Michel Foucault évoquait au début de son livre sur les mots et les choses, cette anthologie chinoise qui classait les choses de façon tout à fait extravagante. Donc une sorte de bric-à-brac qui inciterait le lecteur à chiner, si je puis dire, à travers cette sorte de labyrinthe qui est devenu ce livre. Et peut-être, nous avons
réussi, j'espère, à limiter au maximum la partie ennuyeuse, inévitable d'un tel travail, qui est la partie dissertante, si je puis dire. Nous avons essayé d'arriver à une sorte de gai savoir. Je ne sais pas si on y sommes parvenus. Merci Jacques. Donc peut-être là nous allons renoncer à l'ordre alphabétique parce que je voudrais quand même parler en dernier, pas parler avant toi. Donc Michel, non, pas du tout. Non. Parle-nous un peu du dictionnaire Claude Simon. Alors, si tu permets, je vais compléter ce que tu as dit parce que il y a 2 ans, l'année dernière, il y a eu une journée d'études à Paris 2 consacrée justement au dictionnaire d'auteur. Et j'ai appris 2 choses intéressantes. Le premier dictionnaire d'auteur paraît en 1969 aux éditions Marabout. C'est un dictionnaire consacré à Victor Hugo. Alors, par contre, avec une iconographie assez importante. Mais Marabout, c'est-à-dire une collection de poches. Le deuxième sera consacré à Stendhal, et puis c'est un échec complet. Marabout abandonne complètement l'idée, et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que pendant 20 ans, cette idée du dictionnaire d'auteur sera complètement abandonnée. Au départ, le dictionnaire d'auteur était un ouvrage de vulgarisation qui avait pour but de résumer les principales œuvres d'Hugo, de donner quelques thèmes et était destiné d'ailleurs essentiellement à un public de lycéens. Ensuite, je rebondis sur Robert Laffont. Robert Laffont avait l'intention de reprendre cette idée des dictionnaires. Exemple, moi j'ai participé au dictionnaire Beckett. Au départ, il devait paraître chez Robert Laffont. Mais le dictionnaire Camus, qui est en fait le seul qu'ils ont fait paraître, a été un tel échec, en tout cas selon les critères de Robert Laffont, que Robert Laffont a décidé d'abandonner le dictionnaire Beckett, qui du coup s'est retrouvé chez Champion. Et depuis, effectivement, Champion, Garnier, Garnier, Champion, il y a une espèce de jeu de ping-pong entre les deux. L'un paraît chez Champion, l'autre paraît chez Garnier, et parfois on dit tiens, on aimerait bien faire un dictionnaire, trop tard, c'est déjà pris par la maison d'en face. Alors, le dictionnaire Simon a une particularité, c'est que l'idée de Champion, c'était de faire paraître un dictionnaire exactement pour fêter le centenaire de la naissance de l'écrivain. Donc, le dictionnaire devait paraître en octobre 2013. Ce qui fait que cela n'a pas toujours été facile parce que il y avait à peu près 2 ans entre le moment où le projet a été mis en place et la parution effective du dictionnaire. Ce qui fait que certains collaborateurs se sont récusés parce que le délai était véritablement trop court. Il n'empêche que c'est un dictionnaire, je dirais, et je parle sous le contrôle de Jean-Yves, qui est un simonien distingué, c'est un dictionnaire, me semble-t-il, assez complet. Peut-être quelques manques, souvent dus d'ailleurs au fait que les collaborateurs avaient beaucoup de difficultés à tenir des délais qui, je le reconnais, étaient extrêmement tendus. Mais il me semble quand même que l'essentiel s'y trouve. Alors, comme dans le dictionnaire Colette, toutes les œuvres de l'auteur, les principales indications thématiques, structure textuelle, construction syntaxique, grammairienne. Parce que Simon est un auteur qui a cette particularité d'intéresser autant ceux que j'appellerais les amateurs de thématiques. Il y a une thématique forte, la guerre, l'éros, l'enfance, etc., etc. Mais il y a aussi une importance véritable en ce qui concerne la construction textuelle, l'organisation du signifié, du signifiant, paradigme, syntaxe, vous voyez, mais que ça ne vous dissuade pas de consulter le dictionnaire. À chaque fois, moi, c'est ce que j'ai particulièrement admiré chez les collaborateurs. Ils ont réussi à contourner la difficulté
et sans la laisser de côté, faire en sorte que la difficulté soit appréhendable. Je dis simplement un mot de la réception, parce qu'on va en parler peut-être tout à l'heure, mais ces dictionnaires sont très importants pour les étudiants, et pour le dictionnaire Claude Simon, ils m'ont dit que les articles dans l'ensemble les avaient énormément aidés au niveau de la lecture du texte, et les avait même incités à aller plus loin que, par exemple, l'œuvre qui était au programme cette année-là. Voilà ce que je peux dire pour l'instant, mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Oui, tout à fait. Merci Michel. C'est juste pour le moment une petite mise en bouche pour faire un peu déjà entrer dans ces ouvrages. Donc moi, je serai bref sur le dictionnaire Giono, mais effectivement, on est là avec un écrivain, une œuvre très vaste, donc 6 volumes d'œuvres romanesques dans la Pléiade, donc plus 2 autres volumes, une critique très universitaire très abondante depuis quasiment la mort de Giono en 70. Et à un certain moment, donc, effectivement, se fait jour, finalement, peut-être la nécessité d'une sorte de synthèse un peu de tout cela, à la fois de cette œuvre immense, mais qui aussi est sujette, est l'objet parfois de certains préjugés ou de certaines réductions. En particulier, on pense évidemment à la réduction à Giono, écrivain provençal, qui commence quand même sérieusement à être battu en brèche, mais qu'on voit reparaître ici ou là. Donc c'est un auteur à la fois important et en même temps parfois aussi mal connu. Et le dictionnaire Giono, qui a été donc lancé par Mireille Sacotte, qui m'a associé à ce travail de Mireille Sacotte, qui est professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle. Donc nous avons lancé ce projet en 2009, et nous n'avions pas l'impératif d'un centenaire, Dieu merci, ou pas Dieu merci, parce qu'en même temps, quand on n'a pas de date, d'échéance précise, quelque part aussi, ça fait durer davantage le travail. Donc c'est vrai que la plupart de ces dictionnaires prennent vraiment des années à être élaborés, puisque le dictionnaire Giono est sorti en 2016. Ce sont des entreprises énormes qui mobilisent effectivement des équipes, donc aussi des auteurs qui ont par ailleurs d'autres engagements, d'autres activités, etc. En ce qui concerne le dictionnaire Giono, l'équipe était beaucoup plus réduite que dans d'autres dictionnaires. Au départ, d'ailleurs, par une volonté du directeur de la collection chez Classique Garnier, qui nous avait même demandé de ne pas dépasser une dizaine d'auteurs pour le dictionnaire, ce qui nous a paru absolument impossible, parce que cela aurait représenté des sommes astronomiques de notices par auteur. Mais en fait, nous avons eu 24 contributeurs, ce qui est assez peu par rapport à d'autres dictionnaires. Et de fait, certains de ces contributeurs ont écrit 50 à 60 notices, ce qui explique évidemment la durée de réalisation de ce dictionnaire. Moyennant quoi, l'avantage est sans doute qu'il y a une certaine homogénéité dans le dictionnaire, du point de vue des styles, du point de vue des approches. Enfin c'est quelque chose dont on pourra discuter d'ailleurs par rapport à cette question de la composition des équipes qui travaillent sur ce type d'ouvrage. Donc, quelques chiffres, j'ai donné le chiffre du nombre de contributeurs. Alors, on n'est pas là pour faire un concours de nombre de pages, certes. Le dictionnaire Giono ne fait que 985 pages. Donc là, je suis obligé de m'incliner. Mais en revanche, 652 notices tout de même. Voilà, donc c'est, je crois, comme tous ces dictionnaires, un ouvrage effectivement très, très divers par les catégories d'entrée. On va là aussi tout à l'heure parler un peu plus précisément de comment on constitue ces listes d'entrée. Ça pose quand même toutes sortes de questions tout à fait passionnantes. Et on va donc commencer à entrer dans notre discussion. Bon, peut-être en suivant un canevas qui serait un peu celui qui est annoncé dans le titre de la rencontre, donc écrivain de A à Z, enjeux, méthodes et usages. Donc en 3 temps, nous allons essayer de nous discipliner aussi sur notre
temps de parole, mais essayer de respecter en même temps ces 3 temps, c'est-à-dire essayer d'abord de parler un petit peu des enjeux. On a déjà commencé un peu à aborder le sujet des enjeux de ce type d'ouvrage. Hein. Finalement, pourquoi? La question, c'est pourquoi fait-on un tel dictionnaire sur un écrivain? Il y a des biographies d'écrivains, il y a, et c'est même un secteur, un des rares secteurs d'ailleurs, vendeur dans le domaine des études littéraires. Il y a évidemment d'autres ouvrages nombreux, des collectifs, des colloques, des ouvrages collectifs, il y a des essais individuels sur la littérature. Alors pourquoi se lancer dans cette aventure-là? Quel sens a-t-elle? Voilà, nous allons essayer donc de réfléchir un peu à cela. Je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer un peu à avancer quelques idées sur cette question parmi vous. Pascal, vous n'êtes pas obligé de parler à chaque fois la première, mais vous avez le droit aussi. Oui, alors pourquoi faire un dictionnaire George Sand, alors qu'en effet, il y a très régulièrement de grands colloques internationaux tous les 2 ans, hein, qui sont organisés dans le cadre de la George Sand Association, qu'il y a à côté de ça, bien évidemment, bien d'autres manifestations scientifiques de tous ordres, des thèses, bien entendu, qui sont soutenues, hein, qui ont parfois des échos tout à fait intéressants. Et puis, il y a des travaux, comme on dit, de vulgarisation et beaucoup de productions que je qualifierais peut-être de pédagogiques autour de ça. Donc, beaucoup de choses. Et il me semble que tout cela est très différent de ce que peut apporter un dictionnaire, parce que précisément en raison peut-être du nombre de collaborateurs, en raison de la diversité induite par la nature de chaque entrée, on va en reparler, j'espère, eh bien, on propose une lecture qui est une lecture... alors, comment je vais la qualifier? Je ne sais pas. Panoramique, kaléidoscopique, une lecture. En tout cas, les modalités de la lecture ne sont pas du tout les mêmes. C'est un peu une lecture à la carte, d'abord, et ça me paraît extrêmement intéressant. Une lecture que l'on complète au gré de ses... au gré de ses goûts, de ses envies. Et je crois que la temporalité de lecture n'est pas du tout la même. C'est une lecture qui relève plus de la flânerie ou du vagabondage, ce qui ne veut pas dire pour autant que ça ne soit pas une lecture approfondie, bien au contraire. Donc, cela implique un commerce entre le lecteur et l'écrivain ou l'écrivaine qui n'est pas du tout de la même nature et qui me semble être plus à même peut-être justement de déconstruire les clichés. Parce que, George Sand, j'allais dire c'était le cas, mais c'est encore le cas. Il y a beaucoup de clichés, hein, et on connaît fort peu, d'abord, l'œuvre de George Sand. Hein, toujours, on va évoquer quelques romans champêtres, on va évoquer... Et il y a tout un pan, mais même l'idée de l'existence de tout un pan de l'œuvre de George Sand n'effleure l'esprit effleure peu d'esprit, n'est pas connu du grand public. Hein. Il suffit d'avancer quelques titres, hein, comme Le Piccinino, L'Homme de neige. Alors Gabriel il y a une édition en folio faite par Martine Reed récente de Gabriel, mais voilà, quelques exemples en passant. Bref, un pan énorme, hein, de la production qui n'est pas connu. Et puis, cette façon réductrice de considérer l'œuvre et la femme Sand, pour reprendre une appellation dépréciative, mais que je n'emploie pas, quant à moi, avec des connotations dépréciatives. Donc, les enjeux me semblent d'importance. Et voilà, pour le moment. Merci. Je sais pas, Jacques ou Michel. Michel
Alors, en ce qui concerne Claude Simon, les données sont un petit peu différentes par rapport à Sand. D'abord, la première, et d'ailleurs, je crois jusqu'ici la seule biographie classique rédigée par Mireille Kahl-Gruber. Claude Simon, Une vie dans le siècle ou quelque chose comme ça. Une vie à écrire, voilà. Ne paraît qu'en 2009, c'est ça. Donc, très tardivement. Et c'est la seule biographie au sens classique du terme. Il y avait des ouvrages consacrés à Claude Simon. Je pense en particulier au premier titre de la collection Les Contemporains, Au seuil de Lucien d'Allenbach. C'est une analyse très précise et de très grande qualité de l'œuvre de l'auteur, mais on ne peut pas considérer cela comme une bibliographie au sens classique du terme. Donc Claude Simon est peu connu en dehors de son œuvre parce que très souvent les colloques sont des colloques entre guillemets savants. Ce n'est absolument pas une critique, c'est au contraire un compliment parce que 2 par exemple avaient été organisés par toi, un sur le jardin des plantes, un sur le tramway. Donc, il y avait véritablement le souci de travailler sur l'œuvre, mais d'une façon très universitaire. Puis, ensuite, a été créée l'association des lecteurs de Claude Simon. Et l'association des lecteurs de Claude Simon a déjà permis de faire connaître l'œuvre, mais on progresse lentement, thème par thème, œuvre par œuvre. C'est quelque chose qui va quand même relativement lentement. Dernière chose, la publication des 2 tomes de la Pléiade, qui possédait un appareil critique d'une très grande qualité, qui permettait, à l'exception des 4 premiers romans, d'accéder à l'ensemble de l'œuvre. Donc, en fait, le dictionnaire venait apporter un complément, je pense, à quelque chose qui était en train de se mettre en place à travers l'association, à travers la publication des œuvres de Claude Simon dans la Pléiade, mais qui d'un seul coup permettait d'avoir une vue complète sur l'œuvre. D'ailleurs, aussi bien les 4 premiers romans, qui, comme je le disais à l'instant, ne figurent pas dans l'édition de la Pléiade, mais aussi d'aborder certains aspects de l'œuvre qui étaient soit méconnus, soit mal connus. Je vais simplement donner un exemple, parce que je ne voudrais pas confisquer la parole, mais par exemple, les personnages. Les personnages de Claude Simon, on pense qu'il n'y a pas de personnages dans l'œuvre de Claude Simon. Pourquoi ? Parce que Claude Simon a, pendant longtemps, été rattaché à un nouveau roman auquel il appartenait, mais pas à un nouveau roman qui tirerait, si je puis m'exprimer ainsi, du côté de tel quel, avec la suppression du personnage, remplacement par le pronom personnel, etc. etc. Donc, il y a des notices qui étaient consacrées au personnage, et c'est souvent une remarque que l'on m'a faite. « Ah, il y a donc des personnages dans l'œuvre de Claude Simon. » Donc, cela aura au moins servi à cela. Ça a servi à autre chose, mais je pense qu'on en reparlera. Merci. Jacques, vous avez déjà un petit peu répondu, mais vous pouvez compléter. Oui. Le cas de Colette est un petit peu à mi-chemin de celui qu'on décrit pour Claude Simon et pour George Sand. En ce sens que l'œuvre de Colette est aussi ensevelie sous un fatras de clichés qui simplificateurs. Il y a toute une partie de l'œuvre qui est très peu connue, en fait. Je vais juste donner un exemple. Un des chefs-d'œuvre de Colette, c'est sa critique dramatique qui a été rassemblée sous le titre La jumelle noire. Personne ne lit ça, sauf les détenteurs des œuvres complètes de Colette. Voilà un exemple. Il y a beaucoup d'aspects de l'œuvre de Colette qui sont en fait hors tradition narrative en particulier, hors roman, etc., qui sont passés à peu près inaperçus. Je ne citerai qu'un exemple, là encore, un petit texte qui s'appelle Pour un herbier, qui est un véritable chef-d'œuvre, et que personne n'a lu. Ou à peu près personne. Donc, ça permettait, ce dictionnaire, de faire apparaître toutes ces facettes de l'œuvre qui sont occultées par une certaine tradition critique un peu simplificatrice.
Ça permettait aussi, et là je rejoins un petit peu ce qui vient d'être dit, de rendre accessible à un public plus large peut-être tout un ensemble, tout un chantier considérable qui s'est étalé depuis les années 80. D'abord, les 4 volumes de la Pléiade, sous la direction de Claude Pichois, auquel il faut rendre hommage ici, parce que c'était un des pionniers des études collettiennes. Donc entre 84 et 2001, 4 volumes très importants, je trouve, parce que non seulement il y a un certain nombre d'éclairages biographiques, mais aussi d'éclairages textuels sur la genèse des œuvres, sur les variantes, enfin bon, toutes sortes de choses un petit peu techniques qui n'existaient pas jusqu'alors. La première biographie de référence de Colette, qui est aussi tardive, finalement 99, c'est la biographie Pichois-Brunet. Avant, ce qui a été présenté sous ce titre n'était que très approximatif et parfois franchement erroné. La publication de divers essais critiques, dont celui devenu légendaire de Julia Kristeva en 2002 chez Fayard. Et puis, on parlait des lecteurs de Claude Simon, il y a aussi quelque chose de particulier à Colette, qui est la Société des Amis de Colette, qui depuis 1977, donc ça commence à faire un moment, publie chaque année des cahiers Colette et toute une somme d'informations de tous ordres qui est dispersée, très peu accessible. On ne trouve pas ça dans beaucoup de bibliothèques. Enfin bon. C'était l'occasion de faire donc une synthèse et d'utiliser, entre autres choses, un fonds documentaire qui est très peu connu également, qui est le fonds du Centre d'études Colette, qui a été créé parallèlement au musée Colette de Saint-Sauveur. Donc ça permettait de brasser tout cet ensemble d'informations, de documents, etc., de toutes sortes, d'inédits dans certains cas, etc. Donc c'était, je crois, le bon moment pour essayer de rendre disponibles des choses qui étaient dispersées dans des travaux parfois difficiles d'accès. Voilà. Pour le reste, on en reparlera. D'accord, oui. Quelques mots sur Giono, puisque je crois que je me retrouve complètement dans ce qui a été dit. On voit se dessiner effectivement déjà certaines constantes, hein, des œuvres qui sont des œuvres généralement importantes. Bon, c'est sûr que les auteurs et les œuvres sont déjà ne sont pas choisis non plus au hasard, et on voit bien que ce sont des noms importants de la littérature, mais avec souvent aussi cette idée de connaissance finalement souvent faussée, alors soit par, dans le cas de Simon, plutôt l'idée d'un auteur expérimental pour intellectuel. La déformation, elle peut être du côté, voilà, tirer George Sand vers le roman en jeunesse. Pour Giono, ça va être plutôt le côté écrivain provençal. Bon, là, Colette, ça va être effectivement les animaux et les jardins. Bon, on voit quand même que dans tous les cas, il y a cette dimension effectivement de certains stéréotypes. Et en même temps des auteurs qui sont très étudiés, c'est-à-dire pour lesquels on dispose maintenant effectivement quand même de sommes d'études. Alors biographie évidemment, hein, pour Giono, la grande biographie de Pierre Citron remonte au début des années 90, donc souvent aussi des éditions critiques dans la Pléiade qui sont aussi des monuments et qui ont beaucoup apporté. Donc les dictionnaires arrivent à un moment où la somme de savoir est considérable et en même temps pas toujours non plus aisé d'accès. Et là, le dictionnaire joue, je pense, un rôle vraiment de passeur avec un public intéressé qui peut être évidemment un public d'étudiants, de chercheurs, mais aussi, bien sûr, un public plus large. On reparlera un peu de cette question des lecteurs. Donc, en ce qui concerne Giono, autre point commun, hein, puisque finalement, nous avons tous cité des associations ou des sociétés, il y a aussi, et c'est aussi la marque d'ailleurs d'auteurs qui sont aujourd'hui très présents dans le public des lecteurs. Hein. Il y a une association des Amis de Giono qui s'est créée en 71 au lendemain de sa mort, qui est, je crois d'ailleurs, avec l'association Colette, une des plus fournies, puisqu'il y a environ 600 adhérents dans cette association. Donc ce sont des auteurs. Alors pour Claude Simon, bien sûr, c'est un auteur moins lu parce que plus difficile. Bon, c'est pas la même génération non plus, c'est pas la même conception de la littérature, mais c'est en même temps un prix Nobel de littérature, c'est quand même pas rien. Donc il y a évidemment des différences entre tous ces auteurs, mais il y a, à travers ces associations et ces sociétés, aussi un
un terrain finalement pour accueillir et pour même demander ou réclamer ce type d'ouvrage qui est entre l'ouvrage savant et quand même une certaine dimension de vulgarisation, en donnant à ce terme un sens qui ne serait pas un sens péjoratif, en tout cas de transmission, de passage avec le public, tout en gardant des exigences bien sûr de rigueur. Vous voulez peut-être dire oui, Pardon, je voulais juste, en vous écoutant, juste ajouter quelque chose pour ne pas créer d'injustice voilà, par rapport aux travaux sur George Sand. En même temps que ce dictionnaire a été mis en œuvre, enfin à ses tout débuts, a commencé aussi en parallèle donc cette autre immense aventure qui est l'édition des œuvres chez Champion aussi, mais l'édition des œuvres complètes de George Sand sous la direction de Béatrice Didier, et qui n'est bien évidemment pas terminée. Mais voilà, donc je voulais le mentionner. Mais bien sûr, encore une fois, le mode de lecture est très, très différent. Bien sûr. Oui, une question peut-être qu'on pourrait se poser, c'est finalement, à travers, toujours dans cette question des enjeux, mais on voit bien comment ces différents dictionnaires, on pourrait chercher la liste chez Champion, chez Garnier, des auteurs. Voilà, tout récemment, il y a François Mauriac qui est sorti chez Classique Garnier, d'ailleurs, ce qui n'est pas inintéressant, parce que Mauriac est un auteur à la fois important, mais un peu en purgatoire quand même, qui n'est pas non plus des plus lus aujourd'hui. Mais voilà, il y a un beau dictionnaire qui vient de sortir sur lui. Bon, on pourrait citer d'autres exemples. À côté de ça, il y a évidemment des dictionnaires Proust, des dictionnaires, les grands auteurs canoniques de la modernité d'aujourd'hui. Mais la question qu'on peut se poser peut-être, c'est ces auteurs portent finalement le titre d'écrivain, donc dictionnaire Jean Giono, enfin ou Giono même sans le prénom, dictionnaire Colette, dictionnaire George Sand, etc., Claude Simon. Donc ce qui est mis en avant, c'est quand même la figure de l'écrivain. Et peut-être on pourrait s'interroger sur ce que cela engage, à la fois en termes de représentation de la littérature, puisque l'entrée se fait quand même par l'écrivain, par l'auteur, ce qui, par rapport à une période antérieure, peut-être celle justement où le dictionnaire Marabout dont parlait Michel tout à l'heure n'a pas eu de succès. Bon, la notion d'auteur a été un temps relativement dépréciée, en tout cas dans les milieux intellectuels, au profit de l'œuvre et du texte. Bon, est-ce qu'il y a à travers ces livres une sorte de retour de l'auteur, même si évidemment il n'y a pas, et loin de là, que l'aspect biographique dans ces livres, mais aussi toute l'œuvre qui est là présente. Mais l'entrée, c'est quand même l'auteur. Et également, mais la question est assez proche finalement, en quoi ce type d'ouvrage finalement a à voir avec une forme de patrimonialisation de la littérature, qui là aussi va à l'encontre peut-être d'une période précédente où on était plutôt dans l'idée qu'il fallait plutôt casser les grandes figures ou voilà. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de cet aspect-là, qui est une manière, disons, d'approcher la question un peu plus générale par rapport à une conception de la littérature. Oui, je nuance un petit peu, c'est-à-dire que quand ils ont sorti le dictionnaire d'auteurs chez Marabout, il existait la collection Écrivain de toujours au Seuil, il existait une autre collection chez Hatier, Thèmes et textes, je crois, je dis ça, cela de mémoire. Et donc, l'auteur, il était quand même là dans dans une approche qui était une approche de vulgarisation généraliste. Par contre, là où tu as parfaitement raison, c'est que quand on voulait passer à un niveau supérieur, ce qui correspond un petit peu au volume des publications de nos dictionnaires, là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, on passait tout de suite au colloque, acte de colloque ou revue de Lerne, enfin ce genre de choses qui n'étaient pas destinées à ce que j'appellerais un public moyen entre les deux, qui avait passé le stade d'écrivain de toujours, mais qui peut-être, voyant les cahiers de Lerne, renaclait un petit peu. Ceci dit, je reviens effectivement sur la notion d'auteur, parce qu'on peut se poser la question, comment choisit-on les auteurs ? Par exemple, il n'y a pas de dictionnaire Alain Robbe-Grillet. Il n'y a pas de dictionnaire Nathalie Sarraute. Pendant longtemps, le nouveau roman, c'était avant tout Butor, Sarraute, Robbe-Grillet. Aucun dictionnaire sur eux. Simon,
On disait qu'il jouait en 2e division. Et puis, il a eu le prix Nobel. Et puis, on s'est rendu compte que chez Simon, il y avait quand même un certain nombre de relations privilégiées avec l'œuvre proustienne. Et là, du coup, l'œuvre est montée en reconnaissance. L'agrégation a, bien sûr, Maître Claude Simon au programme de l'agrégation lui a aussi donné une certaine aura. Or, moi, ce que j'ai trouvé intéressant avant de travailler sur le dictionnaire Claude Simon, c'est qu'à titre de contributeur, j'ai travaillé sur le dictionnaire Beckett, sur le dictionnaire Genet, sur le dictionnaire Ionesco. Actuellement, je travaille sur le dictionnaire Coltès. Ça veut dire que quelque part, ces auteurs sont des auteurs qui sont reconnus. Et d'autres sont en train de basculer de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils ne jouissent pas de la même reconnaissance. Alors, on pourrait effectivement se poser cette question, c'est est-ce que le dictionnaire ne fonctionne que par rapport à des écrivains qui de toute façon sont reconnus? Et pourquoi n'y a-t-il pas de dictionnaire d'auteurs concernant des écrivains qui ont eu à un moment un énorme succès? Je sors du nouveau roman. Est-ce qu'il existe un dictionnaire Henri de Monterland? Je ne crois pas. Pourtant, Henri de Monterland a été à une époque un immense auteur. Donc, la question, c'est un petit peu celle-ci. Quand des étudiants, je parle des étudiants, mais ça peut être ce qu'on appelle l'honnête homme, veut avoir des renseignements sur Monterland, par exemple, ou sur Nathalie Sarraute, eh bien, il est encore obligé de recourir à des biographies ou des œuvres qui, d'ailleurs, souvent sont relativement anciennes. Donc, le dictionnaire, d'un côté, a pour but de faire connaître parfaitement un auteur, mais en même temps, un certain nombre d'auteurs sont occultés, sont laissés de côté. Et cela prouve bien que c'est aussi une sélection éditoriale. Il faut qu'il y ait un lectorat. Donc si l'on ne lit plus Monterland, pourquoi faire un dictionnaire Monterland ? Mais Mauriac, pour le coup, serait un peu un contre-exemple, parce que Mauriac n'est pas un écrivain très lu aujourd'hui, même si c'est un très grand romancier. Peut-être plus que Monterland, quand même. Oui, plus que Monterland, tout à fait. Mais peut-être que parfois aussi, les dictionnaires, peut-être aussi parce que les auteurs vraiment les plus fréquentés aujourd'hui commencent à avoir tous leur dictionnaire, peut-être qu'on va commencer à aller voir un peu vers des auteurs qui mériteraient d'être remis dans un éclairage actuel. Hein. C'est possible, donc il y aura peut-être un jour un dictionnaire Monterland. Oui, je disais Monterland, c'est pas mon auteur de prédilection, mais et alors peut-être, je vais passer. Alors qu'en pense la 19e parce pour que, le voilà, 19e siècle, peut-être qu'il y a des oublis énormes. Le 19e est quand même bien servi dans les dictionnaires, il me semble, non ? Le 19e est plutôt bien servi dans les dictionnaires, effectivement. Alors moi, je voulais rebondir sur cette notion d'auteur, effectivement, le dictionnaire porte le nom de l'auteur. Alors l'auteur, bien sûr, en tant que tel, on rejoint les dimensions biographiques, etc., les lieux, les milieux, tout ce que l'on veut. Mais ce qui est évidemment très très important, c'est l'idéologie, enfin avec tout ce qu'elle peut recouvrir, qui est permet d'avoir, alors certes, le regard en question de l'auteur, en question sur son temps, sur son époque, sur son siècle, idéologie, représentation, enfin, c'est-à-dire que par le filtre, par le biais effectivement d'un auteur particulier, si cet auteur a une pensée suffisamment complexe pour engager justement différents points de vue, pour renvoyer à différentes notions, etc., ça devient quelque chose d'extrêmement intéressant qui va bien au-delà de l'auteur en tant qu'individu, évidemment. Il y a toute la dimension du contexte. Je pensais par exemple, mais parce que chez George Sand, ce qui est frappant, alors elle n'est pas la seule, mais c'est la richesse des contradictions, j'allais dire, la richesse, par exemple, sur le plan de la poétique, si on pense à l'opposition, qui, dans son cas, n'en est pas véritablement une,
entre idéalisme et réalisme. Alors là, ça entraîne des débats, ça conduit à évoquer énormément de références, de co-références, et en soi, c'est déjà tout un univers. Bon, il y aurait plein d'autres exemples du même ordre. Le nom de l'auteur est un peu une entrée, d'une certaine manière, à la fois dans une œuvre et aussi dans une époque, dans un contexte, dans un réseau de relations. Enfin, on pourra en reparler à propos du choix des notices, mais il y a aussi toute cette dimension-là. Peut-être Jacques, vous voulez... Oui, je voulais juste ajouter que ces auteurs de seconde catégorie, de seconde division, je découvre que Sarraute en fait peut-être partie, à ma grande stupeur, parce que moi je suis une génération qui pensait que Sarraute était du même niveau que Claude Simon, donc je suis très étonné par ce basculement. Dans le cas de Colette, c'est très intéressant, parce que quand j'ai commencé ma thèse, dans les années 75, quelque chose comme ça, oui, 75, c'est vieux, ceux de mes camarades auxquels j'en ai parlé m'ont regardé comme si j'annonçais que j'allais faire une thèse sur Delhi. Et puis petit à petit, on s'est aperçu que c'était un objet universitaire, en fait d'études universitaires comme un autre, et le couronnement de cette réévaluation critique, c'est peut-être justement ce dictionnaire. Bon. Sur la question de l'auteur, dans le cas de Colette, il me semble qu'il y a une chose très intéressante. Les lectures traditionnelles de Colette sont des lectures autobiographiques. Et du coup, ratent une partie de la signification de l'œuvre qui me semble déborder très largement le moi-je, mes souffrances de femme, mes malheurs de femme divorcée, etc., sur lesquels on rabat trop souvent l'œuvre de Colette. Et on parlait à l'instant de réseau. Une des choses que les recherches critiques depuis 20 ou 30 ans ont fait apparaître, c'est l'inscription de Colette dans un réseau incroyablement divers d'écrivains, de peintres, d'illustrateurs, par exemple dans son cas, d'acteurs, d'actrices. C'est toute une époque, en fait, qu'on a réussi à refaire apparaître par le biais des rencontres de Colette avec tout ce monde-là. Ce qu'elle dit, je ne sais pas moi, de Gaby Morlet, ce qu'elle dit de Jean Marais, pour ne prendre que deux exemples très différents, nous oblige à regarder à nouveau ce qu'était le théâtre à cette époque-là, ce qu'elle dit de certains concerts aussi. C'était pas fondamentalement une critique musicale, mais la présence de Wagner au début du siècle à Paris, des choses de ce genre. Ça déborde très largement le petit moi-je, si je puis dire. C'est une figure en tant qu'elle est aussi témoin de son temps. Et ça élargit considérablement la perspective, me semble-t-il. C'est légitime, effectivement, cette entrée par l'auteur. Hein. Je faisais référence tout à l'heure, évidemment, au mythe très années 70 de la mort de l'auteur. Bon, c'est mort et résurrection de l'auteur, parce que les dictionnaires, c'est peut-être un peu ça, mais évidemment, un auteur qui ne va pas être appréhendé de la même façon que le faisait la critique biographique des années 50, et dont effectivement la collection des écrivains de toujours était un petit peu le phare, hein, qui nous a en même temps beaucoup, enfin ma génération en tout cas, beaucoup marqué, mais voilà, Stendhal par lui-même, Giono par lui-même... c'était quand même, voilà, avec la photographie de l'auteur sur la couverture. Hein. On notera d'ailleurs qu'aucun de ces dictionnaires ne comporte de photographie, d'iconographie. C'est peut-être une question économique, peut-être d'abord. Alors, c'est peut-être aussi une manière de moins personnaliser les choses. C'est peut-être aussi dommage, hein, parce que du coup, c'est une dimension qui est absente de ces ouvrages. Mais déjà qu'ils sont coûteux, on se dit que s'il y avait en plus une iconographie, alors ça deviendrait complètement dissuasif. Mais enfin, c'est peut-être quand même dommage, parce que on a travaillé récemment avec le séminaire Claude Simon sur les images, les figures de l'artiste qu'il donne de lui-même, et la photographie, enfin ouais, des très belles photographies de Colette, des très belles photographies de Claude Simon, de Giono et même de Georges Sand. Donc c'est tout de même un petit peu dommage. Et c'était quelque chose qu'apportait justement une collection comme celle des écrivains de toujours, qui était très riche iconographiquement. Voilà. Oui, vas-y. Oui, c'est effectivement un aspect économique, en tout cas, qu'on a rencontré en ce qui concerne Claude Simon. Claude Simon était peintre avant d'être romancier. Claude Simon travaille,
bien sûr avec les mots, mais il travaille aussi avec les images. Les deux séminaires l'ont démontré, mais à chaque fois ça a été niette parce que le prix du dictionnaire aurait excédé ce qui était possible. Donc là, véritablement, c'est un choix, pour le coup, économique. Un dernier mot sur l'écrivain, j'en profite, et puis après je me tais. Vous l'avez peut-être remarqué, tous les dictionnaires sont consacrés à des auteurs morts. Hein, on a parlé de la mort de l'auteur, mais il faut que l'auteur soit mort. À une époque, pour que l'auteur puisse entrer dans la Pléiade, il fallait qu'il soit mort. Claude Simon est entré de son vivant. Sarraute aussi, pour prendre 2 exemples récents. J'avais proposé un dictionnaire Annie Ernaux, on m'a dit « Ah non, c'est pas possible, elle n'est pas encore morte ». Alors il y aura peut-être un dictionnaire Annie Ernaux un jour, mais il faut attendre pour cela qu'elle meure. Elle est née en 40, on a quelques espoirs. Bon. Oui, voilà. Oui, Quarto, Pléiade, tout ça, effectivement. Mais les dictionnaires, c'est vrai, tu as raison. Alors, on va peut-être... Non, pas pour Annie Ernaux, mais les auteurs vivants sont entrés dans la Pléiade. Peut-être on pourrait passer à un deuxième temps, entrer peut-être un petit peu alors dans la fabrique de ces ouvrages, hein, puisque là, nous sommes 4 à avoir eu les mains dans le cambouis pendant parfois de longues années, avec... à la fois beaucoup de plaisir, de passion et aussi de difficultés, de désagréments, etc. Ce sont des ouvrages complexes à élaborer. Donc peut-être on peut passer un peu rapidement, mais on a vu qu'il y avait une certaine disparité entre, justement, par rapport aux équipes de collaborateurs que l'on constitue. Voilà, selon quels critères, comment se constitue une équipe, est-ce que c'est par contact personnel, plus largement par appel, voilà, il y a la dimension nationale, internationale, enfin voilà, comment est-ce que les uns et les autres vous avez conçu au départ, donc en quelques mots, vos équipes? Pour Georges Sand, j'allais dire c'était assez simple, assez évident, parce que j'ai mentionné l'existence de la George Sand Association. Je n'ai pas mentionné, j'ai bien eu tort, l'existence de la Société des Amis de Georges Sand, également, qui n'est pas à la même échelle, mais qui à l'époque n'était pas du tout à la même échelle, mais qui existait également. Donc il y avait tout un vivier, je dirais tout un réseau effectivement, et des gens qui se connaissent, qui se rencontrent, qui collaborent régulièrement les uns avec les autres. Et là, en l'occurrence, donc, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'au départ, les études sandiennes ont surtout pris racine aux États-Unis, et d'abord aux États-Unis, bien avant de le faire en France. Donc, c'est venu de là, et c'est pour ça que le réseau est un réseau aussi étendu, véritablement, et de plus en plus d'ailleurs international. Donc, on sait qui est spécialiste, j'allais dire de quoi, pour parler simplement. Donc, on ne pense pas d'abord, me semble-t-il, aux collaborateurs. Enfin, nous, on n'a pas pensé d'abord aux collaborateurs, on a pensé d'abord au type d'entrée qui nous semblait s'imposer. Et ensuite, dans un second temps, évidemment, on s'est interrogé pour savoir qui serait susceptible au mieux, en fonction de ses spécialités, de son type d'approche, de réaliser ces notices. Et en ménageant, ça je souhaite le dire parce que ça... alors on avait donc toute une liste structurée, j'y reviendrai tout à l'heure, sur le type d'entrées qui se sont imposées à nous. Donc on a sollicité des collaboratrices possibles qui nous semblaient donc les plus adaptés on a laissé des ouvertures possibles, c'est-à-dire des suggestions possibles, parce qu'évidemment même à deux, on est loin de penser à tout. Donc, il peut y avoir des suggestions qu'on accueille bien volontiers aussi. Et puis, il y a des oublis, fatalement. Donc, on a travaillé de cette façon-là. Je reviendrai après. D'accord, très bien. Jacques, peut-être? Oui, nous avons travaillé de façon assez voisine, en fait, en ce sens que nous avons d'abord, en effet, essayé de faire une liste d'entrées
Il y avait les entrées évidentes. Il fallait bien qu'il y ait une entrée Sido, il fallait bien qu'il y ait une entrée Saint-Sauveur, etc. Bon. Alors, ces entrées évidentes, si je puis dire, nous avions l'équipe, en ce sens qu'il y avait ce que j'appellerais les collétiens canal historique, c'est-à-dire les survivants de la Pléiade, les gens qui gravitent ou gravitaient autour de la Société des Amis de Colette, où il y a énormément de gens très compétents, même s'ils n'ont pas le label universitaire, ils savent souvent beaucoup de choses, et parfois mieux que les universitaires. Donc, il y avait ce premier noyau de collaborateurs qui s'imposaient d'eux-mêmes pour ce type d'entrée. Et puis, nous avons cherché assez rapidement à nous demander, bon, ça c'est très gentil, c'est des choses qui sont déjà connues au moins des spécialistes, pas nécessairement du grand public, mais qu'est-ce qu'un dictionnaire de ce genre peut apporter de neuf ? C'est quand même une question. Si on se contente de recycler des savoirs déjà établis, c'est utile, mais enfin, c'est pas passionnant. C'est même un peu sinistre par moment. On se dit, je recycle. Bon. Et donc, il fallait des contributeurs plus occasionnels en fonction de leurs compétences et notamment en fonction de leur capacité à atteindre une double compétence. Je vais vous donner un exemple. J'ai voulu qu'il y ait une notice sur Colette et ses éditeurs, ce qui est un sujet passionnant. Je n'ai trouvé personne qui ait à la fois la compétence en histoire de l'édition et qui accepte de se colleter avec le problème Colette. J'ai sollicité en particulier Jean-Yves Mollier, qui est un des meilleurs connaisseurs de l'histoire de l'édition. Il a refusé, parce qu'il fallait qu'il sorte du 19e, il fallait qu'il aille voir... Voilà. Donc, il y a des choses qui manquent à cause de ce problème de double compétence. Donc, on est allé pêcher, si j'ose dire, des gens dans des domaines extrêmement différents, des spécialistes de l'illustration, par exemple. Si on voulait qu'il y ait une notice sur les illustrateurs de Colette, c'est un sujet très intéressant parce que ça touche aussi à l'histoire du livre. C'était un biais aussi pour replacer Colette dans l'histoire de l'édition, ce qui est une façon comme une autre d'élargir un petit peu la perspective. Donc il a fallu pêcher des gens extrêmement divers, des stylisticiens qui veuillent bien nous faire une notice sur la métaphore ou sur l'ellipse ou sur le rythme, etc. Donc ça s'est fait petit à petit, et là encore en sollicitant des avis, des suggestions. On vous propose une notice sur la métaphore, si vous avez envie de faire aussi une notice sur la métonymie, pourquoi pas. On vous bloque pas sur la commande. Si vous avez d'autres idées, bien entendu, nous prenons. Donc... Et en particulier, nous avons eu beaucoup de mal à élargir la réflexion à ce qu'on pourrait appeler la réception de l'œuvre de Colette, qui est un sujet très peu étudié. Il y a une thèse très intéressante sur la classicisation de l'œuvre de Colette, sur la façon dont elle entre dans les manuels, ce genre de choses. Donc ça, le travail était déjà fait. En revanche, pour tout ce qui était traduction et glose à l'étranger, il n'y avait presque rien. Il a fallu demander à dénicher une Russe pour nous faire quelque chose sur la lecture de Colette à l'époque du communisme. Qu'est-ce qui change au moment après la perestroïka, des choses de ce genre. Ça a été compliqué de trouver la personne qui acceptait de se colleter avec ça. On a trouvé une Russe, c'était parfait. J'ai trouvé une Japonaise qui a bien voulu nous parler de la façon dont Colette est lue et traduite au Japon. Etc., etc. Donc, alors il y a des lacunes. Par exemple, on n'a trouvé personne sur la réception de Colette en Allemagne, curieusement. On n'a pas trouvé. C'est une lacune du dictionnaire. Au bout d'un moment, on a renoncé. Et puis, il y avait toutes sortes de choses pour lesquelles il fallait trouver des gens qui veuillent bien faire une notice, par exemple, sur Colette dans les anthologies, que nous révèlent les anthologies de Colette, etc. Ou que nous révèlent les pastiches de Colette, car il y en a un certain nombre. Donc, ces petits sujets-là, qui peuvent sembler un peu mineurs, mais de proche en proche, en mosaïque en quelque sorte, permettaient d'éclairer. Donc, c'est pourquoi nous avons ce nombre non négligeable de contributeurs. Parce qu'en certains cas, nous avons quelqu'un, par exemple, qui nous a fait une notice sur les salons musicaux auxquels Colette a participé. Nous avons une personne qui nous a fait une notice sur quoi déjà, mon Dieu, je perds le fil. Oui, sur les illustrateurs, justement, ce genre de choses. Vous voyez. Donc, ça partait un petit peu dans tous les sens par la force des choses, compte tenu du caractère que vous avez qualifié de kaléidoscopique. Bah oui, du coup... Michel ? Rapidement, parce que
que vous avez dit l'un et l'autre, je ne vais pas le redire, mais c'est effectivement des problématiques similaires que l'on rencontre. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, le principal défi, c'était de réaliser le dictionnaire en 2 ans, c'est-à-dire de trouver suffisamment de collaborateurs qui permettaient de faire un dictionnaire d'auteurs dignes de ce nom, en disant aux gens, et parmi ces personnes, il y a une fois de plus Jean-Yves que je remercie, parce que je leur ai mis une pression qui était une pression terrible. Moi, de mon côté, j'avais une pression terrible de la part de l'éditeur. Donc, je n'ai pas eu le temps d'aller effectivement chercher peut-être des personnes qui, sans être spécialistes de Claude Simon, auraient pu m'apporter des informations... Voilà, dans des domaines peut-être extra-littéraires. Il y a peu de choses en philosophie, en peinture, par contre, c'est parfait. Musique, on en parlait tout à l'heure, Claude Simon n'était pas véritablement musicien, donc ça n'a pas été un problème. On a par contre beaucoup travaillé sur la réception. Alors là, on a la réception en Chine, au Japon, en Allemagne, en Espagne, etc., etc. Parce que Claude Simon, et cela était très important, Claude Simon a été un auteur célèbre à l'étranger avant de l'être en France. Les premiers écrits sur Claude Simon sont des écrits qui viennent du nord de l'Europe. Ce n'est pas un hasard s'il obtient le prix Nobel. Et qui vient du continent américain, nord-américain, mais aussi sud-américain. On a aussi tenu compte d'éléments ponctuels que j'évoquais tout à l'heure, c'est pour ça que je passe rapidement. La création d'une association de lecteurs de l'auteur, ça prouve quand même que cet auteur a une certaine notoriété puisqu'on peut fédérer des personnes qui se réunissent 2 fois par an pour en parler. Une revue que maintenant tu diriges, qui était à l'époque dirigée par Ralph Sarcognac, qui était la revue dans la collection Lettres modernes, la revue Claude Simon. On a parlé du fait qu'il avait été au programme de l'agrégation, ce qui a aussi du sens, etc., etc. C'est-à-dire que la notion de réception nous a particulièrement importé. Elle était peut-être plus importante pour Claude Simon que sur les autres auteurs pour lesquels j'avais travaillé comme Beckett, Ionesco ou Genet, parce que Claude Simon est souvent considéré soit comme un auteur qui n'est lu que par une élite de spécialistes de toute façon suspects eux-mêmes d'élitisme, ou alors par les universitaires en mal de copie. Alors ce qu'on a... Il y avait un petit côté défense et illustration de Claude Simon. On voulait montrer que Claude Simon était un auteur accessible, qui présentait des aspects qui étaient des aspects véritablement intéressants et que parfois la difficulté est quelque chose qu'il faut savoir affronter pour accéder au plaisir. Voilà. Je crois qu'effectivement, les différents dictionnaires fonctionnent de manière assez proche. En ce qui concerne Giono, on a procédé quand même un peu différemment. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, mais j'ai dit tout à l'heure qu'on avait été sommé d'avoir une équipe réduite, qu'on a un petit peu élargi quand même, mais finalement pas tant que ça, un peu 24 personnes. Donc le milieu des spécialistes de Giono est constitué de personnes qui se connaissent bien, qui se voient régulièrement, en particulier lors des rencontres annuelles de l'association des Amis de Giono à Manosque. Donc c'est un milieu humainement assez harmonieux en plus, ce qui n'est pas le cas chez tous les spécialistes d'auteurs. Il y a parfois des tensions, donc qui travaillent ensemble depuis de longues années. Donc c'est vrai que ça a été quand même le noyau dur du dictionnaire. Il s'imposait d'une certaine manière de lui-même, même si on a fait appel effectivement pour des notices plus spécialisées. Je pense en particulier à la stylistique. Ça nous a permis justement d'associer une collègue qui d'ailleurs travaillait sur Giono, mais qui était plus jeune et qui n'était pas encore complètement intégré au microcosme gionien, Sophie Lawson, donc qui nous a fait d'excellentes notices, alors qui exigeait effectivement une compétence que personne n'avait. Voilà, donc c'est aussi l'occasion, c'est à la fois l'occasion effectivement de fédérer des gens qui déjà sont en relation, et je crois que ce qui fait vivre aussi un auteur, c'est cela aussi, ce sont des communautés
des communautés, non seulement de lecteurs, mais aussi de critiques, de chercheurs qui sont d'abord des amoureux de l'œuvre, avant d'être... Alors une secte, ça serait péjoratif, parce que justement, je ne pense pas que ce soit... Je préfère le terme de communauté, mais bon, ça peut être vu comme ça de l'extérieur, effectivement. Il y a toujours un petit côté aussi, effectivement, il y a des rituels, il y a des connivences, voilà, donc ça peut être aussi amusant à observer de l'extérieur. Mais c'est aussi le terrain dans lequel s'élaborent ces types de dictionnaires. Peut-être, alors, bien sûr, vous avez entièrement raison, la question du choix des notices, elle est étroitement liée. Bon, en ce qui nous concerne, on avait quand même fait la liste des notices. Évidemment, on a plutôt proposé aux principaux de nos contributeurs de faire un peu leur choix à l'intérieur de la liste des notices qu'on avait établie, de manière aussi à ce que les gens puissent écrire sur ce dont ils ont envie de parler, hein, en se ménageant quand même, évidemment, au bout du compte, la décision, puisque certains pouvaient avoir envie d'écrire la même notice. Donc là, c'était à nous que revenait évidemment la décision finale. Tout ça est l'objet de petites négociations qui se sont passées de manière tout à fait amicale. Mais voilà, c'était l'idée aussi. Il y a les compétences, il y a les affinités. Les gens ont envie de parler de quelque chose. Voilà. Et puis après, on complète, on précise. Voilà. Et effectivement, les auteurs aussi, les collaborateurs peuvent proposer eux-mêmes des notices. Donc j'aimerais bien qu'on parle un petit peu plus, effectivement. On en a déjà parlé finalement depuis le début à plusieurs reprises, mais c'est quand même vraiment le cœur du sujet. Un dictionnaire, c'est quand même un objet effectivement alphabétique, hein, qui répond qui obéit à l'ordre alphabétique et qui est constitué donc d'entrées ou de notices qui peuvent être extrêmement diverses dans le fond. Hein. Quand on regarde de près, c'est une diversité considérable, avec sans doute des pondérations. Alors il faudrait regarder de très près, faire une étude, peut-être elle sera faite un jour, voir si selon les dictionnaires, il y a davantage de biographique, davantage de formel, davantage d'histoire littéraire sur les réseaux, etc. Bon. Mais je crois qu'on a tous essayé effectivement d'être assez large, et c'est aussi, je crois, l'un des intérêts, c'est ce que soulignait tout à l'heure Jacques Dupont, c'est l'un des intérêts de ces entreprises-là, c'est qu'on se pose la question, c'est-à-dire de quoi a-t-on besoin pour, disons, essayer de parler de manière assez exhaustive de l'œuvre d'un auteur, de quoi faut-il parler ? Et ça pose évidemment toutes sortes de problèmes qui ne se posent pas lorsqu'on répond, lorsqu'on organise un colloque, on décide de parler d'un aspect, on le creuse, on l'approfondit, mais c'est un aspect parmi bien d'autres. Quand on fait une biographie, on fait l'histoire de l'homme et de l'œuvre, ou de la femme et de l'œuvre, mais enfin, voilà, c'est quand même, il y a un fil conducteur qui est essentiellement tout de même la vie. Et là, au contraire, on se trouve face à des massifs, en plus ce sont des œuvres considérables quand même dans tous ces cas, des massifs déjà quantitativement et par leur complexité interne, à la fois une dimension interne et externe, puisqu'il y a évidemment tout ce qu'il y a autour des œuvres. Alors comment fait-on ? Et finalement, à quoi pense-t-on ? Qu'est-ce qu'on privilégie ou au contraire, qu'est-ce qu'on essaie de ne pas oublier ? Alors, les uns et les autres, vous avez déjà un petit peu répondu à ces questions, mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire de plus, peut-être, par rapport à ça, par rapport à cette question, finalement, d'une sorte de typologie des notices, parce que c'est extrêmement, extrêmement varié. Oui, alors nous avons tous parlé évidemment des œuvres, de la difficulté qu'il y a parfois justement à repérer la totalité, je pense à George Sand, d'œuvres qui peuvent être des productions, j'allais dire, en ce qui concerne leur longueur, leur infime, et qui n'en sont pas moins, parfois, en règle générale, extrêmement importantes. Et puis, alors je parlais des romans tout à l'heure, parce qu'effectivement, quand on pense à George Sand, sans doute pense-t-on d'abord au massif des romans, ou des fictions, brèves ou longues, et puis avec tous les problèmes de dénomination qui viennent s'adjoindre, nouvelles, fragments, féeries, légendes, contes, etc. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Alors là, je dérive, je passe déjà des titres de l'œuvre aux dénominations de l'œuvre, parce qu'il y a encore autre chose, les genres littéraires, les formes littéraires. Mais bon, par exemple, il me semble que la première entrée, donc de A à Z, la première entrée, donc A,
par la force des choses dans le dictionnaire Sand, c'est adaptation théâtrale. Est-ce qu'on penserait... D'abord, certainement pas. D'abord, on ne penserait pas théâtre, probablement. Et adaptation théâtrale, alors ça suppose tout un maillage, etc. Donc ça c'est une première chose. Alors, je ne reviendrai pas sur la dimension biographique, l'entourage, les collaborations, etc. On en a déjà parlé. Alors, en revanche... tout ce qui concerne, je l'évoquais tout à l'heure, les différents domaines idéologiques. Alors, pour Sand, c'était vertigineux, le domaine de la politique, le domaine de la religion, là aussi avec beaucoup de contradictions, d'incertitudes à la clé. Alors, on a une entrée athée ou athéisme, je ne me souviens pas. On a une entrée anticléricalisme, là, assurément. Mais on a également une entrée couvent, rêve monastique. Voilà, parce qu'il y a les deux pendants de la chose. Et puis tout ce qui concerne la société de l'époque, alors autour bien entendu du statut des femmes, mais autour aussi des questions, comme on le dirait aujourd'hui, d'écologie, la sensibilité aux problèmes environnementaux. Alors, c'était pas dans ces termes-là, bien entendu. Et c'est vrai qu'on a peut-être, qu'on aurait pu davantage creuser cette piste-là, mais enfin, cela apparaît. Et c'est lié aussi au goût de l'écrivain. Alors, la botanique, la minéralogie, c'est vraiment quelque chose. Et puis, alors, donc, je disais les genres littéraires, les formes littéraires, tout ce qui est de l'ordre de la poétique, de l'esthétique, et puis le travail éditorial, et puis ce que vous avez dit les uns les autres de la réception que je ne vais pas... Alors pour Sand, c'était d'autant plus important si, pour Sand, se demander au XIXe siècle si cet auteur était, ce qu'elle représentait dans son temps, à son époque. Et finalement, on peut se rendre compte qu'elle représentait qu'elle représentait beaucoup plus qu'on ne l'imagine sans doute aujourd'hui. Et alors, on a toute une liste, alors sans doute avec des lacunes, pour des raisons que vous évoquiez, mais de pays, la Roumanie, la Pologne, l'Allemagne, je ne vais pas énumérer. Donc tout cela, et puis les prédilections qui ressortent sous forme de thèmes, structures, motifs, leitmotifs dans les œuvres. Et c'est là qu'on ne peut pas, et on ne veut pas non plus être exhaustif, ça serait de toute façon impossible, on ne peut pas l'être. Et voilà, on se rend compte aussi qu'on a oublié, bien entendu, des choses qui nous paraissent, après coup, être fondamentales, d'autres qui le sont moins, mais certaines qui le sont, et personne n'y a pensé au moment où nous travaillons à cette chose-là. Qu'est-ce qu'il veut, Jacques ? Sur cette question de la typologie, entre guillemets, des notices, il y a plusieurs choses qui se télescopent, enfin qui se contredisent, je dirais, dans le travail que l'on peut faire à ce moment-là. Il y a d'une part ce que j'appellerais le fantasme néopositiviste de l'exhaustivité. Il est clair qu'il faut y renoncer. Dans certains cas, d'ailleurs, des projets de notices ne sont pas aboutis. Par exemple, je regrette encore aujourd'hui de ne pas être arrivé au bout d'une notice sur la pratique de l'anecdote dans le récit collétien. C'est un sujet qui me paraît important. Et ça manque. Il y a des lacunes, et je dirais que ces lacunes, elles sont inévitables, elles sont peut-être même souhaitables, d'abord pour que les commentateurs puissent avoir des choses à nous reprocher, et puis deuxièmement, pour relancer peut-être d'autres types de travaux à partir des manques ou des oublis, etc. Je vais vous donner deux exemples de notices, la lettre A et la lettre Z dans le dictionnaire Colette. Je commence par la lettre Z. Il y a deux notices à la lettre Z, c'est Zola Émile et Zoo. On ouvre totalement l'écart entre la présence de Zola
dans certains textes de Colette, parce qu'elle n'aimait pas Zola, mais elle le présente d'une façon particulièrement sarcastique, oblique, etc. Notamment dans sa représentation d'un accouchement, avec le commentaire de Sido disant « Ouais, il n'y a que les hommes pour faire des histoires avec un accouchement ». Colette était très réticente envers le naturalisme, ce genre de choses. Et puis Zoo, au contraire, des aspects de l'œuvre qui nous ouvrent vers les réflexions d'aujourd'hui sur le statut de l'animal, le spécisme, l'antispécisme, enfin, etc., etc. Et dans la lettre A, je vais vous donner quelques exemples, pas tous naturellement, elle est plus développée que la lettre Z. On commence par académie au pluriel. Ce qui est une façon un peu sarcastique de montrer la Colette officielle, en quelque sorte, celle qui entre à l'Académie Goncourt, celle dont on parle pour l'Académie française, mais qui ne peut pas y entrer parce qu'à l'époque, on considère que les académiciens sont des fonctionnaires et que les femmes ne peuvent pas être fonctionnaires. C'est un argument qui a été donné à l'époque et qui est assez savoureux. Les controverses au moment de l'élection de Colette à l'Académie Goncourt, la réapparition de critiques sur sa vie passée, son caractère supposément dissolu, etc. Et on voit que la vieille garde naturaliste de gens comme Descaves, Lucien Descaves, qui à l'époque présidait l'Académie Goncourt, ces gens-là qu'on pouvait imaginer, somme toute, assez libres d'esprit, sont les plus moralistes, c'est les plus moralisateurs, et ceux qui mènent la fronde contre l'entrée de Colette à l'Académie Goncourt. Par exemple, bon, l'entrée suivante, c'est actrice-acteur. Et là, au contraire, nous ouvrons l'éventail des acteurs et actrices dont Colette a parlé, notamment dans La Jumelle Noire, une sorte de panorama avec l'axiologie implicite ou explicite de Colette. Qu'est-ce qui fait un bon acteur? Qu'est-ce qui fait un acteur intéressant? Une bonne actrice, d'abord, c'est une actrice bien nourrie, qui a... etc., etc. Enfin, l'importance qu'elle accorde à la diversité des registres de l'acteur, vocalement, enfin, c'est cette qualité très particulière à laquelle elle prête attention. L'art qu'a Lucien Guitry d'avoir un dos expressif quand il tourne le dos au public. Vous voyez, des choses extrêmement précises, extrêmement intéressantes. Et puis la troisième notice, adaptation cinématographique et audiovisuelle. Là, on ouvre justement sur ce qu'on appelait autrefois la fortune de Colette, les diverses adaptations filmées et par la suite cinématographiques, Le blé en herbe et toutes ces choses-là. Autant Lara, enfin des choses de ce genre. Donc, vous voyez, je dirais qu'à la limite, il n'y a pas vraiment de typologie possible. C'est en fonction de la diversité même des thèmes et des objets de l'œuvre. Je serais incapable de dire avec précision comment on a travaillé. Je suis désolé, c'est pas très intellectuel, ça a été très intuitif, ça. On s'est dit, bon, il faut quand même qu'on parle de la façon dont elle regarde les acteurs en scène. Donc on fait une notice, acteur-actrice, voilà, c'est comme ça que ça se dit. Michel, J'ai déjà beaucoup parlé des typologies, donc je vais aller rapidement. Je rebondis par rapport à ce que vous venez de dire. Claude Simon, adaptation théâtrale, cinématographique, ça va très vite, 0. Donc là, ça règle tout à fait le problème. Par contre, ce qui a été intéressant, c'est que normalement, la première notice, je me souviens plus de mémoire ce qui est la première notice du dictionnaire, mais ça aurait dû être l'Acacia. Et l'éditeur m'a dit, c'est pas possible de disposer les entrées partout à l'intérieur du dictionnaire, ce qui fait que je n'étais pas d'accord, ce qui prouve aussi peut-être que tu voulais l'aborder, les rapports entre le directeur et l'éditeur. Claude Simon, beaucoup de ses romans commencent par l'article défini et ils sont tous regroupés en fonction de l'article. La route des Flandres, le vent, l'herbe, etc. Et non pas A, R, AV ou AH. Donc on ne commence pas par l'acacia. Deuxième remarque que je voulais faire, on n'en a pas parlé, c'est le nombre de signes. Moi, j'ai eu moins de problèmes en ce qui concerne le choix des rubriques avec les collaborateurs. Alors oui, on pourrait dire un mot des collaborateurs. Ça s'est passé un petit peu comme... moi, j'avais envoyé une liste type.
Et pour certaines notices, il y avait 5 personnes qui étaient intéressées, pour d'autres, il y en avait 0. Donc il fallait faire en sorte que parmi les 5 personnes qui voulaient faire la même notice, l'une d'entre elles prenne une notice qui n'avait été choisie par personne. On m'a peu conseillé de retirer des notices. Par contre, il y a eu des gens qui m'ont dit « Ah, mais c'est curieux, cette notice ne figure pas, il faudrait peut-être la rajouter. » Et c'était d'ailleurs souvent des conseils excellents et que j'ai suivis. Ensuite, là où il y a eu quand même le débat le plus important, je ne sais pas si ça a été pareil pour vous, ça a été le nombre de signes. J'avais attribué un certain nombre de signes à chacune des notices et systématiquement, ceux qui rédigeaient les notices me disaient non mais c'est pas sérieux, 10 000 signes pour mythologie, Claude Simon ne parle que de mythologie, moi il m'en faut 30 000. Alors il fallait là aussi réussir à trouver un moyen terme en disant que 30 000 signes, c'était peut-être beaucoup, 10 000, c'était peut-être pas assez. Vous avez compris, on transigeait à 20 000. Mais si mythologie en avait 20 000, celui qui faisait paysage me disait « Mais moi, j'en ai 20 000, qu'est-ce que c'est que ça ? Il m'en faut 40 000. » Alors, on transigeait à 30 000 et ainsi de suite. Hein. C'était parfois cumulatif. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles les dictionnaires sont si épais. Le dictionnaire Claude Simon, je n'ai pas compté le nombre d'entrées qu'il y avait. Il me semble qu'il y en a un nombre conséquent, mais surtout, certaines sont très 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 longues. On a un collègue que nous connaissons bien qui lui m'a dit voilà, je lui donnais un nombre de signes, mais c'était à prendre ou à laisser. Lui, il faisait une notice prévue pour 15 000 signes, elle en faisait 60 000. Et si je lui disais c'est trop long, il me disait ok, je la retire. Alors ah oui, mais c'est des choses qui existent. Donc c'est pour ça que je voulais en dire un mot. Oui, tout à fait. On a été confrontés aussi à ce problème et c'est vrai qu'on a réussi. Alors, on n'a pas eu de cas aussi dramatique. Personne n'a menacé de retirer sa notice. On a fait sérieusement diminuer certaines notices qui pouvaient effectivement être de véritables études universitaires et qui ne correspondaient pas à ce que doit être un dictionnaire, c'est-à-dire effectivement un ouvrage qui doit pouvoir être lu avec intérêt et agrément quand même par un public qui ne soit pas uniquement des spécialistes. Et ce qui suppose à la fois certaines exigences de longueur, effectivement, et aussi d'ailleurs de style. Hein. C'est aussi quelque chose, voilà, un style qui ne soit pas trop technique. On a fait parfois revoir certains passages qui pourraient paraître vraiment trop techniques. Ça fait partie effectivement du travail ingrat des responsables de dictionnaires. Mais en même temps, il me semble nécessaire. Oui, je parlais de typologie tout à l'heure, parce qu'effectivement, nous, je me souviens qu'avec Mireille Sacotte, quand même, on avait listé un certain nombre de grands domaines, à l'intérieur desquels, ensuite, chacun mettait les notices auxquelles il pensait, et puis après, des collaborateurs en ont aussi proposé, mais pour donner rapidement peut-être des grandes catégories, certaines vont de soi, mais les œuvres, bien sûr, mais aussi les regroupements d'œuvres. Par exemple, pour Giono, il y a ce qu'on appelle les chroniques romanesques, qui nécessitent une notice. Les personnages, ça nous a paru très important, surtout chez un auteur inventeur de personnages comme Giono. Et parfois même des petits personnages, d'ailleurs, des personnages secondaires. Il y a aussi c'est quelque chose que je voulais souligner, c'est aussi peut-être dans ces dictionnaires le plaisir de pouvoir consacrer des notices à des objets assez minuscules. Alors évidemment, on ne fait pas une notice de 3 pages. On peut jouer justement, c'est intéressant, sur la variation des longueurs de notices, mais parfois certains objets, certains personnages mineurs, du coup, si on les regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a des choses à dire. Et je crois que les lecteurs aiment aussi rencontrer cela. Ou ça peut être aussi des types de personnages, par exemple les brigands, les bergers, etc. Les genres, bien sûr, et alors les grands thèmes. Là, je crois que je me souviens que Didier Alexandre, qui dirigeait à l'époque et toujours aujourd'hui d'ailleurs la collection des dictionnaires chez Gardien, nous avait dit
pas trop de thèmes, surtout le contexte, les réseaux, etc. Bon, en fait, on l'a pas écouté parce que chez un auteur à l'imaginaire aussi riche que Giono, immédiatement, enfin, on avait envie de traiter toutes sortes de thèmes. Donc, des thèmes concrets, l'animal, l'arbre, la montagne, des thèmes abstraits comme le bonheur ou l'ennui, et des motifs beaucoup plus réduits. Je le disais tout à l'heure, les voitures à cheval, les vêtements, les outils. Bon, en fait, tout cela, il y a un certain plaisir et que l'on a, je crois, qu'en faisant un dictionnaire aussi, de regarder avec une sorte de loupe, un peu certains, il y a un effet de loupe sur certains détails comme ça qui sont en même temps, je crois, vraiment révélateurs de l'auteur. Tout ce qui concerne par exemple aussi l'écriture matérielle, les bureaux, les manuscrits, les carnets, etc. Tout ce qui concerne bien sûr les lectures, les intertextes, tout ce qui concerne la géographie, les lieux. Bon, je crois que tous, on a évidemment eu plaisir aussi et intérêt à abonder toutes ces différentes catégories. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que finalement, l'ordre alphabétique, on en parlait tout à l'heure, il a un côté effectivement arbitraire qui peut être assez amusant, c'est-à-dire qu'on va se succéder effectivement si on regarde des notices qui n'ont absolument aucun rapport. Parfois, il y a en même temps, l'ordre alphabétique est parfois très révélateur. Je prendrai un seul exemple, c'est il y a une série dans le dictionnaire à partir du mot ange, donc nom commun. Et ensuite toute une série de noms de personnages ou parfois d'œuvres, mais qui portent des noms de personnages, comme Angèle, comme Angélique, comme Angelo, le personnage et le roman, comme Angiolina, et donc du coup l'ordre alphabétique fait apparaître parfois du sens. Effectivement, chez Giono, ça a été étudié, ce mot ange et la figure de l'ange est très importante. Du coup, elle se retrouve dans des personnages masculins ou féminins, et c'est aussi on peut penser aussi que c'est un retournement du prénom même de Giono. Donc voilà, c'est juste un exemple au passage, mais pour dire que par l'ordre alphabétique, finalement, on est amené à circuler finalement dans l'œuvre d'un auteur d'une manière qui peut être des fois complètement arbitraire, et c'est alors le plaisir un peu du kaléidoscope, c'est-à-dire c'est des choses qui n'ont aucun rapport qui se rencontrent, ou parfois aussi des rencontres comme ça sur des séries par exemple de dérivés qui se retrouvent du coup se suivant dans l'ordre alphabétique. Voilà, mais écoutez, je pense que nous allons clore cette table ronde en remerciant vivement nos invités, en remerciant le public et aussi tous ceux qui sont intervenus. Donc bonne soirée. Vous venez d'écouter une table ronde autour des publications de dictionnaires d'auteurs, animée par Jean-Yves Lorichès et enregistrée vendredi 29 novembre 2019 à la librairie Ombre Blanche.